Merci beaucoup. Donc ça marche très très bien. Donc je vous propose de démarrer nos travaux avec en constatant que la majorité des membres est présente, très grande majorité. J'ai reçu le pouvoir de Madame Kiss qui a donné son pouvoir à Madame Céline Hervieux, Madame de Comprégnac à Madame Berthomier et Monsieur Ribes à Monsieur Passelec. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Florence de Vara, qui sera assistée de Monsieur Christophe Rioual, qui est lui-même assisté par Monsieur Jean-François Vincent. L'ordre du jour définitif de la séance comprend 25 points. Alors je vous signale que le projet DAE 155 qui était relatif à des subventions d'un montant total de 531 000 € et qui portait sur des conventions à passer avec 22 structures d'insertion par l'activité économique, a été retiré de l'ordre du jour du Conseil de Paris et donc retiré de l'ordre du jour du présent Conseil d'arrondissement, puisque vous aviez reçu sans doute sur ODS une première convocation intégrant ce projet, cette délibération, projet de délibération. Et nous avons un vote global qui portera sur deux projets qui sont respectivement en points 23 et 24, subvention, convention avec 11 structures culturelles, et puis avec 5 associations pour les actions d'accompagnement de parents à l'ère du numérique. Voilà. Je vous propose donc de démarrer nos travaux et je donne la parole à Monsieur Passelec qui va rapporter sur une convention entre la mairie du 6e et l'association Divertimento. Oui, merci Monsieur le maire. Donc mes chers collègues, nous devons approuver cette convention entre le conservatoire et l'association Divertimento pour occuper de façon non pas permanente mais ponctuelle des salles pour y délivrer leurs cours, puisqu'il s'agit de l'association qui délivre des cours d'adultes, pour les adultes, en musique, en danse et en art dramatique. Cette association est présidée par Philippe de Clinchamp, le secrétaire général est Bernard Bourdex, avec qui je suis d'ailleurs en relation, et qui m'a signalé donc que pour cette année, il aurait largement au-dessus de 100 élèves, puisqu'il en aura près de 130, et donc en musique et en danse. Il n'y en a pas en art dramatique. Et donc le conservatoire, évidemment, permet à cette association de cours d'adultes d'exercer ses fonctions, parce que ce sont bien sûr les professeurs du conservatoire qui interviennent et qui sont ainsi rémunérés par l'association. Vous avez dans tous les documents joints les comptes qui sont donc satisfaisants, la situation financière est bonne. Donc pour gagner du temps compte tenu de l'ordre du jour chargé, je vous demande de bien vouloir approuver la signature de cette convention. Merci mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je le mets aux voix. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Alors j'ai omis tout à l'heure de vous faire voter sur le dernier conseil d'arrondissement qui s'est déroulé le 20 juin 2023. Donc faire voter l'adoption de l'extrait des délibérations de la séance du conseil d'arrondissement du mardi 20 juin 2023. Donc je vous propose de l'adopter. Même vote, je vous remercie. Donc nous poursuivons nos travaux et je redonne la parole à Monsieur Passelec qui va rapporter sur l'hommage à Élie Faure, à ne pas confondre avec Edgar. Ni même à d'autres forts. Félix notamment, dont nous ne rappellerons pas la fin. Ou Olivier, c'est pas la même. Chacun ses références. Oui, alors je suis d'autant plus heureux, je dois le dire, de vous présenter cette délibération que nous avions présentée à la mairie en 2017, une très belle exposition sur Élie Faure, avec d'ailleurs comme visuel représentant l'exposition un portrait magnifique que Picasso avait fait d'Élie Faure, parce qu'il était très lancé, vous allez le voir, dans toutes ces personnels, je dirais, artistiques.
Alors très vite, je vous fais un résumé, parce que là, il y a 3 pages trop longues. Je vais vous faire très vite un résumé du parcours tout à fait remarquable d'Élie Faure, qui est d'origine protestante, né en 1873, qui fait ses études de médecine, qui devient médecin. Il exerce dans des quartiers populaires, notamment au dispensaire des chemins de fer de Paris-Orléans à la gare d'Austerlitz, où c'était tout de même déjà une vocation sociale. Toute sa vie, il restera médecin, notamment pendant la Première Guerre mondiale où il est mobilisé. Mais il est surtout connu pour son engagement, d'abord politique et social, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, où il prend parti, bien sûr, pour Dreyfus. Et ensuite, parce qu'il est l'auteur d'une histoire de l'art, tout à fait donc remarquable, parce que c'était vraiment un collectionneur, un spécialiste et un amoureux de l'art, avec trois grandes étapes: l'art antique, l'art médiéval et enfin l'art moderne, paru entre 1920 et 1924. Il a fréquenté, comme je vous l'ai laissé entendre, tous les artistes de cette époque, donc notamment Picasso qui a fait son portrait, mais bien d'autres. Et surtout, c'était vraiment un homme qu'on dirait engagé dans des combats qu'on situera à l'époque à gauche. C'est donc, je crois, intéressant et important de rendre hommage à cet homme qui, effectivement, notamment au moment de la guerre d'Espagne, ça a montré son engagement en faveur des républicains espagnols. Alors, il termine donc son existence en 1937, à 64 ans, et voilà donc le texte de la plaque qui vous est proposée. Élie Faure, 1873-1937, vécu dans cet immeuble, c'est-à-dire au 147 boulevard Saint-Germain, de 1913 à sa mort, médecin, écrivain. Il est l'auteur de la célèbre encyclopédie « Histoire de l'art ». Voilà, je pense qu'effectivement, c'est une personnalité qui mérite qu'on lui rende hommage par l'intermédiaire de cette plaque. Et je vous en remercie. Merci, monsieur le maire. Donc, je crois que le 147 boulevard Saint-Germain, ça doit être à quelques dizaines de mètres du Flore. Ça fait partie de ces grands immeubles qui sont entre la rue Saint-Benoît et la Société de Géographie. Oui, absolument. À côté LIP, non? De l'autre côté, peut-être, non? C'est côté LIP? Ah, c'est 147, oui. Si c'est un père? Ah, c'est possible. Je me demande si c'est pas dans l'autre sens. Mais... Allez, vous allez regarder, Madame Bocan va regarder pendant que... Bien, je vous propose de voter, bien évidemment, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour cet hommage à Élie Faure. Je vous en remercie. Mes chers collègues, je vais maintenant rapporter très rapidement sur le 4 tournant où doit être posé pour une plaque en hommage à Jacques Chirac. Donc je ne vous ferai pas le résumé de la carrière politique de Jacques Chirac, hein, chacun la connaît. Maire de Paris, président de la République, élu local en Corrèze. Nous aurons l'occasion sans doute, certainement d'ailleurs, lors de la position de cette plaque, effectivement, de retracer le parcours tout à fait remarquable de l'homme politique que fut Jacques Chirac. Je rappellerai d'ailleurs simplement que il a donné lieu, bien sûr, déjà à des hommages importants, puisque vous avez le quai, le nom du quai Jacques Chirac a été donné au quai qui se trouve situé face au musée Jacques Chirac, au musée Branly. Oui. Perpétuant d'ailleurs le souvenir que Paris a de ses anciens présidents de la République. François Mitterrand s'est vu attribuer le nom du quai qui se trouve devant le Louvre. Ensuite, ça a été effectivement Jacques Chirac, et un hommage récent a été fait à Valéry Giscard d'Estaing, puisque le quai situé devant le musée d'Orsay, musée Valéry Giscard d'Estaing, dont le nom d'ailleurs, le nom de Valéry Giscard d'Estaing a été apposé au musée d'Orsay assez tardivement. Il a vu aussi un quai de la Seine qui lui fut attribué. Alors là, en réalité, pour les puristes, le 4 rue de Tournon, c'est pas l'immeuble historique des Chirac, c'est l'immeuble où effectivement il est décédé. L'immeuble historique de la famille Chirac se trouve à quelques encablures du 4 rue de Tournon. Mais on aura l'occasion sans doute de le rappeler lors de l'hommage officiel. Donc je vous propose de voter.
Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous allons également, sur la proposition de la mairie de Paris de Laurence Patrice, qui est la maire adjointe chargée de la mémoire et des anciens combattants, elle nous propose de rendre hommage à Jean-Jacques Sampé, qui était un amoureux de Paris. Il est né en 1932, il nous a quittés récemment en 2022. C'est un amoureux de Paris, notamment de sa rive gauche. Par son humour et son humanité, mes chers collègues, il a saisi comme personne les passants qui arpentent la capitale, dont nous faisons partie, à nos heures perdues, les enfants turbulents, que vous avez peut-être été tous et toutes, les chats immobiles, que peut-être certains d'entre vous possèdent, les musiciens, alors ceux qu'on subit et ceux qu'on apprécie. Je ne parlerai pas de la rue de Bussy. Dans son travail, Sampé privilégiera l'encre de Chine avec souvent un premier dessin à la plume et à l'aquarelle. C'est-à-dire qu'il commençait à la plume et à l'aquarelle et il terminait ensuite, il travaillait avec l'encre de Chine. Par ses dessins et ses peintures, il décelait la poésie qui existe, même dans ses détails, dans les détails les plus insignifiants de la société. Mes personnages, disait-il, ne sont pas minuscules, c'est le monde autour d'eux qui est grand. Phrase magnifique. La bande dessinée, vous le savez, Le Petit Nicolas, écrite avec René Goscinny, est devenue maintenant aujourd'hui un classique de la littérature enfantine. Sampé sera également un grand dessinateur de presse, pour la presse, je dirais dans toute sa variété, dessiné pour Paris Match, l'Express, le Nouvel Observateur, Télérama et même le New Yorker, pour lequel il fournissait régulièrement des dessins, et surtout il réalisera plus de 100 couvertures, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et donc on nous propose de dénommer allée Jean-Jacques Sampé, c'est ce qui est très bien d'ailleurs, une partie de l'allée du Séminaire, c'est-à-dire qu'il se trouve entre l'hôtel des Finances et la rue de Vaugirard. Oui. Voilà. Et ça, comme nous sommes sur un espace planté, c'est une délibération de la DEV, c'est-à-dire de la délibération des espaces verts. C'est pas une place au sens voirie, au sens direction d'urbanisme, c'est une promenade au sens dans un espace planté, comme nous avons il y a quelques années effectivement inauguré une promenade dédiée à la sœur de Simone Veil, qui se trouve dans les jardins de l'Observatoire. Et également, en parallèle, on avait dédié une allée à Madame, j'ai oublié son nom, l'ancienne présidente de Nicole Fontaine, qui fut ministre de l'Éducation nationale et qui fut présidente du Parlement européen. Voilà, mes chers collègues. Donc, je vous propose de voter favorablement cet hommage. Alors, ces dernières années, il habitait à proximité du boulevard Montparnasse, près de la rue Léopold-Robert, ou peut-être d'ailleurs dans la rue Léopold-Robert. On le voyait assez souvent dans les brasseries de part et d'autre du boulevard Montparnasse, mais je crois que Laurence Patrice nous a expliqué, elle a beaucoup discuté avec la famille de Jean-Jacques Sampé dans toute sa diversité, et finalement ils sont tombés d'accord sur un hommage qui soit situé à proximité de la place Saint-Sulpice. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Alors, nous passons maintenant au cinéma, et je vais donner la parole à Florence Devara. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération porte sur le vote de subventions et de conventions visant à soutenir 5 établissements cinématographiques qui exploitent 6 salles de cinéma indépendantes et classées art et essai dans 3 arrondissements afin de les aider à financer leurs travaux de mise aux normes ou rénovation. En réalité, sur les 5 établissements qui sont concernés, 3 se situent dans le 6e arrondissement. Ils sont de véritables institutions dans l'arrondissement et la municipalité du 6e leur accorde d'ailleurs beaucoup d'attention.
Alors, une subvention de 3 300 € est proposée pour le cinéma Le Saint-André des Arts afin de l'aider à poursuivre les travaux engagés en 2021 avec notamment la remise aux normes des installations électriques et de sécurité incendie. Une subvention de 8 200 € est proposée pour le cinéma L'Arlequin pour l'accompagner dans le renouvellement nécessaire des fauteuils de la salle 3. Et enfin, une subvention de 5 200 € est proposée pour le cinéma École Cinéma Club en lien avec le Christine Cinéma Club, afin qu'il puisse réaliser les travaux de remise aux normes de ses installations électriques et l'amélioration de son système son. Je vous invite donc bien évidemment à autoriser la signature des 5 conventions avec ces établissements et surtout à voter favorablement en faveur de ces subventions d'un montant total pour les 5 établissements, car il y en a 2 autres dans d'autres arrondissements, un montant total de 70 000 €. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? On peut espérer que effectivement, que la dernière salle de l'Arlequin soit réalisée rapidement, ce qui permettrait effectivement de mettre un terme à cette façade un peu aveugle que nous avons sur la rue de Rennes. Ah oui. Je ne sais pas si cette subvention d'investissement y contribuera, mais en tout cas, ça serait une bonne chose. Donc, je propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Elle est adoptée. Alors, nous passons maintenant, je vais repasser, je vous propose de donner la parole à 6 reprises, ça fait beaucoup, à Madame Bocan, qui va rapporter sur les dotations au collège public, mais qui va nous faire peut-être une présentation en 2 temps, puisqu'il y a des subventions classiques, et puis ensuite, il y a des subventions qui sont destinées notamment aux actions éducatives des collèges publics. Exactement. Merci, Monsieur le maire et chers collègues. Donc, il s'agit ici de délibérer sur le montant des dotations de fonctionnement des collèges publics autonomes en 2024. Ces dotations sont calculées suite à la réforme du forfait éducatif de l'élève votée en 2020. Ce forfait est compris entre 47 et 128 € en 2024, suivant la situation des établissements au regard du taux de boursiers, de l'indice de position sociale moyen et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites du brevet. Il est noté aussi ici que la ville de Paris gérera en direct les futures dépenses de chauffage et d'électricité suite à la forte augmentation du coût de l'énergie. Nous sommes concernés ici par le collège Prévert qui recevrait une dotation de 95 596 € pour 2024. Je vous demande de voter favorablement cette délibération. On vote ? Oui. Oui, oui. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous remercie. De la même façon, nous allons parler maintenant des collèges publics imbriqués dans les lycées, et c'est-à-dire que nous sommes concernés par le collège Montaigne, qui est donc dans la cité Montaigne, puisqu'il y a un lycée. Le forfait élève est légèrement modifié, puisqu'il est compris entre 86 et 118 €. Les mêmes critères sont appliqués. Le montant total des dotations est de 2 738 585 €. Et il y a une légère baisse par rapport à 2023. Pour le collège Montaigne, cette dotation s'élève à 94 000 €. Donc je vous demande de voter favorablement cette délibération. Voilà. Donc je vous propose de voter. Donc même vote que la délibération précédente, même vote. Je vous remercie. Alors, je continue. Il s'agit ici de dotations complémentaires de fonctionnement, de subventions d'équipement et de subventions pour travaux. Dans les dotations complémentaires de fonctionnement d'un montant de 1 431 520 €, le collège Prévert recevra 395 € et le collège Montaigne 395 € également pour la mise en place de 395 €. Oui, pour la mise en place de nouveaux modes d'apprentissage avec l'application et du malin.
Prévert recevra également 6 000 € en plus pour les dépenses supplémentaires de chauffage et d'électricité dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous remercie de voter favorablement ces dotations complémentaires. Oui, en réalité, tous les collèges parisiens reçoivent 395 € pour cette même application. C'est pour ça que ça peut sembler bizarre, mais effectivement, la somme est la même pour la totalité des quelques 120 ou 140 collèges publics parisiens qui soient autonomes ou intégrés dans une cité scolaire. Donc, même vote? Oui. Même vote, je vous remercie. Alors, chaque année, la ville de Paris verse au collège une dotation pour l'action éducative en complément de la dotation de fonctionnement. Depuis 2015, cette dotation est forfaitaire et déterminée en fonction du groupe académique d'appartenance de l'établissement et non du nombre d'élèves. On nous propose aujourd'hui de rendre ce dispositif plus équitable et à budget constant de faire évoluer les modalités d'attribution. Si la majorité de la dotation resterait forfaitaire, un indicateur forfait éducatif de l'élève serait adopté. Ce projet a été aussi travaillé avec les chefs d'établissement. Il y a donc 5 niveaux d'indicateurs selon la moyenne de l'indice de positionnement social des familles, le taux de boursiers et les résultats au brevet. Pour encourager également l'engagement des jeunes, une partie de la dotation serait aussi attribuée sur des projets présentés dans le cadre du PEDT, c'est-à-dire le projet éducatif des territoires. Ainsi, en appliquant ces dispositions, il ressort que 57 collèges verraient leur dotation augmenter et 57 collèges verraient leur dotation baisser. La mise en place du pass culture équilibrerait à peu près ces dotations. Je vous demande une fois encore d'accepter de voter cette dotation. En réalité, Madame Bocquan a évoqué la DASCO 93, c'est-à-dire elle vous a rappelé les modalités d'attribution. Et ensuite, on va passer au... Voilà, et maintenant, je vais passer à la dotation en elle-même. Même vote, bon, même si on aurait pu imaginer un autre calcul, mais enfin, on va pas... On a l'occasion de reparler des calculs tout à l'heure sur la dotation avec Monsieur Maria. Donc, je vous propose de voter favorablement cette délibération 93. Voilà, et donc la dotation 94, c'est après avoir vu la précédente délibération, les montants qui donnaient les modalités d'attribution. Là, on va passer aux dotations. Sur les 1 402 000 €, 1 231 000 seront consacrés aux dotations forfaitaires. Ainsi, pour Jacques Prévert, 3 982 € et Montaigne 2 500 € et 171 000 au financement des projets éducatifs conçus et portés par les collégiens avec un maximum, on nous le précise, de 1 500 € pour chaque projet lauréat. Je vous demande donc de voter favorablement cette délibération. DASCO 94, il y a 3 982 € pour Jacques Prévert et 2 500 € pour Montaigne. Exactement. Voilà. Donc, Madame Brun sera satisfaite. Voilà. Tant mieux. C'est important que Madame Brun soit satisfaite. Donc, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et la DASCO 95. Alors, cette délibération permet à la ville d'adopter une nouvelle modalité pour le calcul de la dotation pour les actions éducatives des collèges, en passant à partir du 1er janvier 2024 de la gestion du système par année scolaire au système par année civile. Pour combler donc le financement qui va de septembre 2023 au 1er janvier 2024, les collèges recevraient automatiquement 4/10 de la dotation habituelle. Donc sur le total de 662 347 €, 2 400 € seraient versés à Prévert et 800 € à Montaigne. Je vous remercie de voter favorablement cette délibération et je rajouterai que le total de ce que vous acceptez de voter, ce que vous venez de voter, fait que Prévert recevra 102 373 € et le Collège Montaigne 97 696 €. Merci, Monsieur le maire, pour ces calculs.
Voilà, je vous remercie. Donc il faut voter là. Donc Ah oui. vote, on est d'accord, on adopte. Merci beaucoup, Madame Bocan. Je vous propose peut-être de passer maintenant aux délibérations qui ont trait aux états spéciaux d'arrondissement. Il y en a 3, dont la principale est la DDCT 61, c'est-à-dire la détermination du cadre de référence de la répartition des dotations d'animation. Et puis ensuite, il y a 2 délibérations plus techniques. Monsieur Maria, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Donc, l'état spécial sur lequel il nous est demandé de statuer, d'abord, porte sur la détermination du cadre de référence de la dotation d'animation et de gestion locale. Comme vous le savez, les arrondissements ont une marge de manœuvre limitée. Et ces états spéciaux sont justement les marges de manœuvre qui permettent aux arrondissements de mener quelques politiques d'aménagement qui se traduisent notamment par une dotation d'animation locale qui vise à financer des dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locale, ainsi qu'aux activités culturelles, et qui se décline également en une dotation de gestion locale qui, elle, sur laquelle nous avons, il faut le dire, moins de marge de manœuvre puisqu'elle est proportionnée au nombre d'équipements de proximité dont dispose l'arrondissement. Alors, ce qui nous est demandé dans cette délibération, c'est avant tout de nous prononcer sur le cadre de référence de la répartition de ces dotations. C'est une mesure qui est de principe et qui est formelle chaque année, pour laquelle il n'y a pas spécialement de nouveauté cette année, mais on peut toutefois, s'agissant de la dotation forfait, la dotation d'animation locale, s'émouvoir du fait que cette dotation est dans l'ensemble défavorable pour le 6e arrondissement, parce que ces modes de calcul sont défavorables pour le 6e, alors même que, comme vous le savez, il n'aura pas échappé aux Parisiennes et aux Parisiens que, comme tout le budget de la ville de Paris, elle est largement abondée par les impôts locaux, et notamment la taxe foncière qui, comme vous le savez, a bondi récemment. Donc, je pense que tous les Parisiens et les Parisiennes qui suivent cette délibération seront sensibles au fait que dans le 6e, on perd à double titre, on contribue davantage et on reçoit toujours moins. Donc, pour cette raison, et en dépit du fait qu'il s'agit d'un avis de principe sur un outil qui est reconduit d'une année à l'autre, je ne donne pas de consigne de vote et, à titre personnel, je souhaite m'abstenir. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole, Monsieur Comet? Oui, merci, Monsieur le maire. J'ai pas très bien compris. Est-ce que les modalités d'attribution de ces dotations ont changé par rapport à l'année dernière? Non, les modalités de distribution sont les mêmes, mais dans l'ensemble, elles sont défavorables au 6e arrondissement, puisqu'elles tiennent notamment compte de la population qui, comme vous le savez, va dans un sens plutôt déclinant dans le 6e arrondissement, comme dans tout Paris. Donc, c'est la raison pour laquelle on souhaite s'abstenir. Puis, M. Maria l'a dit, à partir du moment où maintenant la taxe d'habitation étant supprimée, la taxe foncière, mais ça, c'est pas propre à Paris, c'est propre à toutes les collectivités territoriales. La taxe foncière joue un rôle de plus en plus important. Comme nous avons plutôt, il y a un nombre, je dirais, supérieur de locataires au nombre de propriétaires dans le 6e comme dans tout Paris, parce que vous savez qu'il y a un nombre de propriétaires qui est plutôt de l'ordre de 35% sur l'ensemble de la capitale. Après, il est plus important dans le 6e que dans d'autres arrondissements. Vous avez effectivement énormément de logements sociaux, par exemple. Pourquoi pas, d'ailleurs, notamment à partir du moment où ils logent ceux et celles qui viennent, qui travaillent pour les Parisiens, ce qui est une autre affaire. Mais là, à partir du moment où on a quand même un produit de la taxe foncière qui va augmenter fortement, et là, on peut penser que le produit de la taxe foncière dans le 6e arrondissement collecté va être particulièrement important. Il nous aurait semblé de bonne politique qu'on ait au moins un petit retour sur investissement au niveau de la dotation d'animation locale. Alors, pour tout vous dire, j'ai demandé 21 000 € d'augmentation à Monsieur Simondon. 21 000 €, c'est pas 210 000 €, c'est pas. Donc je ne sais pas quelle sera sa réponse, mais parce que j'ai jugé que effectivement la dotation d'animation locale était légèrement augmentée, mais elle ne prenait pas en compte l'inflation telle qu'elle courait actuellement en France. Et d'ailleurs,
quand vous entendez beaucoup de politiques, à droite, au centre ou à gauche, surtout à gauche, on met en avant effectivement l'importance de l'inflation, parce que cette inflation, elle pèse sur le budget des ménages, mais elle pèse aussi sur les dépenses des collectivités territoriales. Donc c'est au titre de cette non suffisante prise de l'inflation que j'ai sollicité 21 000 € d'abondement de la dotation de gestion locale lors de l'entrevue que j'ai eue avec M. Simondon récemment. Mais on verra bien, hein. On va pas de toute façon se rouler par terre si on n'a pas les 21 000 €. Mais c'est pour ça qu'en bonne logique, et même si nous votons énormément, et d'ailleurs je vous en remercie tous, dans toute votre diversité, on vote énormément les délibérations au conseil d'arrondissement, là il nous a semblé utile de montrer effectivement notre désappointement, notre désapprobation sur effectivement des modalités qui n'ont pas changé depuis 2020, mais même qui n'ont jamais changé, je crois, depuis plusieurs années, même antérieurement. Je pense même que ça n'a pas changé depuis peut-être même 2008 ou 2009, à vérifier. Voilà, mes chers collègues, je vous propose, Madame Hervieux. Je veux simplement dire un mot sur l'augmentation de la taxe foncière qui évidemment ne nous réjouit pas, mais qui est nécessaire pour maintenir à niveau notamment nos services publics parisiens, lesquels services publics bénéficient, il est vrai, peut-être davantage à des Parisiens qui vivent par exemple dans le nord de la capitale, des familles plus défavorisées que celles qu'on a la chance d'avoir dans le 6e, et donc effectivement le 6e contribuera par cette taxe foncière peut-être davantage que d'autres arrondissements, et je pense que ça peut être une fierté collective, voilà, que de pouvoir aussi permettre à d'autres familles ailleurs de bénéficier d'un bon niveau de service public, de maintenir la qualité de ce service public sur l'ensemble du territoire parisien, et que chacun participe à la hauteur de ses possibilités. Mes chers collègues, néanmoins, si vous voulez m'aider à obtenir 21 000 € supplémentaires, je vous remercie par avance de votre action auprès de Monsieur Simondon. Donc, je vous propose de voter, mes chers collègues. Donc, alors attendez, c'est Monsieur Riwal, assisté par Monsieur Vincent, qui va dénombrer. Alors, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Monsieur Flaubert. Qui vote pour? Monsieur Comet et Madame Hervieux, avec le pouvoir de Madame Kiss. Ça vous va? Vous avez votre compte? Parfait. Donc nous poursuivons nos travaux et je redonne la parole à Monsieur Maria sur 2 délibérations que nous allons voter favorablement. Merci Monsieur le maire. La délibération qui suit a trait au cadre investissement. C'est-à-dire c'est la délibération qui porte sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement des équipements de proximité gérés par les conseillers d'arrondissement. Ces dépenses sont relatives aux équipements qui ne sont pas visés par l'inventaire du Code général des collectivités territoriales, tout en encadrant le champ de leur intervention. C'est-à-dire que ça donne une latitude aux mairies d'arrondissement d'intervenir sur des dépenses liées à des équipements qui ne sont pas portés à l'inventaire que nous allons approuver dans la délibération suivante et qui permettent d'intervenir, par exemple, pour un aménagement qui aurait trait au marché Saint-Germain. Pour 2024, il est proposé de reconduire à nouveau cette autorisation et donc la délibération vise simplement à accepter le fait que l'arrondissement peut intervenir sur ces équipements qui ne sont pas visés par l'inventaire général des collectivités territoriales. Donc je vous demande, mes chers collègues, puisqu'il s'agit d'une délibération avant tout formelle, de valider et de voter en faveur de cette délibération. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Je vous propose de voter. C'est une délibération technique. Donc, qui ne prend pas parole, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Pour l'inventaire des équipements de proximité. Voilà. Alors, la suite de cette délibération, donc, comme je le disais, c'est l'inventaire des équipements de proximité pour l'année 2024. Alors, comme vous le savez, depuis la loi de 2022 relative à la démocratie de proximité, le Code général des collectivités territoriales ordonne aux collectivités de produire chaque année l'inventaire des équipements qui sont rattachés aux mairies d'arrondissement. Alors, la ville de Paris nous signale que cette année, 116 nouveaux équipements sont inscrits à l'inventaire et 37 en sont supprimés. Je vous avoue que je n'ai pas joué au jeu des 116 différences et des 37 suppressions.
puisque les 56 équipements qui sont rattachés au 6e arrondissement, eux, ne changent pas. Donc pour cette raison, donc vous avez, la liste est portée à votre dossier, la liste des 56 équipements qui sont donc bien connus. Et pour cette raison, je vous demande, mes chers collègues, de voter cette délibération. Oui, enfin 56 équipements qui sont pour l'essentiel des petits espaces verts. Parce que sinon, vous retrouvez les écoles, les écoles, les 6 crèches, etc. Les écoles, les sites de la mairie. Voilà. Monsieur Comet. Oui, moi j'ai reçu une liste des équipements qui fait 39 pages, où il y a l'ensemble des équipements parisiens. Il n'y a pas d'arrondissement. Ah si. Alors je vais vous inviter à regarder à la page 4 et 5. Dans la marge, vous avez MA06. Et donc là, vous avez toute la liste des équipements qui correspondent au 6e arrondissement. Ah oui, c'est la première colonne. Pour moi. Voilà, donc les 56 équipements se trouvent page 4 et 5. Massivement des jardinets, c'est massivement... Sinon, voilà. Vous retrouvez le conservatoire, la mairie, les salles de sport et les écoles. Et les crèches. Et les crèches municipales, pas les crèches associatives, bien évidemment. Mes chers collègues, je vous propose de donc, même vote, nous acceptons, nous prenons acte de cet inventaire des équipements. Je vous propose de passer à la DFPE 160 et je donne la parole à Chantal Lambert-Burins. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci. La ville de Paris souhaite amplifier encore un dialogue permanent entre les parents et les établissements et les professionnels de la petite enfance et propose d'inciter les mairies d'arrondissement à créer soit des conseils de parents, c'est-à-dire les parents qui se présentent et qui sont élus et qui se réunissent en mairie d'arrondissement, tout établissement confondu, ou des conseils d'établissement au sein des crèches entre parents de la même crèche. C'est une proposition de la ville de Paris qui a déjà séduit 13 arrondissements, puisque il y a aujourd'hui 16 conseils de parents et de parents et d'établissements, et le 6e arrondissement a depuis 2010 créé déjà un conseil d'établissement. Elle veut bien effectivement en créer encore un nouveau dans une des crèches, ça pourrait être la crèche Littré. Alors, c'est une proposition de la ville, et je vous laisse regarder la délibération pour mieux voir en quoi consistent ces conseils de parents et ces conseils d'établissement. C'est vraiment l'implication des parents dans les crèches, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais cette démarche a été initiée, j'allais dire, un peu avant le Covid et avant qu'on ait ces pénuries qu'on connaît qui font que les auxiliaires de puériculture n'étant pas là, on a des problèmes dans les crèches puisqu'elles fonctionnent pas à plein. C'est l'équivalent d'une crèche qui ne fonctionne pas dans le 6e, qui est fermée puisque les berceaux sont gelés. Alors, je dis que c'est une bonne idée, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui existent dans le 6e arrondissement. Il y a des relations constantes qui se créent entre les crèches et les parents. Les parents sont, je ne sais pas si ça se passe dans les autres arrondissements, mais tout parent qui veut mettre son enfant en crèche est reçu longuement par la directrice de crèche. Il y a ensuite, quand les enfants sont en crèche, des cafés de parents. Il y a des réunions sur des thématiques particulières qui sont faites en mairie. Il y a des rencontres avec les professionnels de toutes les crèches et tous les modes d'accueil. Donc, chaque parent aujourd'hui est quand même bien impliqué dans le 6e arrondissement, et je pense que cette démarche qu'incite la ville de Paris est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'elle peut être un peu différenciée dans certains arrondissements. Dans les arrondissements qui sont très grands, peut-être que ça se justifie. Dans un arrondissement de 42 000 habitants avec un nombre de crèches plus limité, peut-être ça se justifie moins, ou tout au moins pourquoi pas, mais peut-être pas maintenant, parce que il y a une préoccupation que nous avons aujourd'hui, c'est de faire fonctionner les crèches à plein. Et je crois qu'aujourd'hui, charger un peu plus les directrices de crèche et les professionnels de puériculture, c'est leur demander un peu trop, alors qu'aujourd'hui, il y a des pénuries de personnel. Donc, pour ma part, je m'abstiendrai en disant, bien sûr, pourquoi pas, mais peut-être pas
aujourd'hui où notre priorité est autre que une plus grande encore implication des parents dans le fonctionnement des crèches. Donc, je vous laisse le vote, mais voilà ce que je vous propose. Je ne prendrai pas part au vote. Enfin, je ne m'abstiendrai pour ce sujet. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Berthemier. Oui, je voulais indiquer que Séverine de Comprignac et moi, qui votons dans le même groupe, allons aller dans le sens de Madame Lambert-Burins. Nous sommes Nous sommes favorables sur le principe à la concertation et à l'implication des parents dans les crèches. Néanmoins, dans les conditions qui sont les nôtres actuellement, et puis dans la mesure où il est toujours possible de mettre en place des conseils d'établissement, on va s'abstenir sur ce sujet. Y a-t-il de demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, peut-être. Je vous propose de voter. Madame Hervieux, un petit mot. Répondre en tant que conseillère déléguée sur ce sujet. Effectivement, je comprends votre position. Pour ma part, évidemment, je souhaite valoriser et je serais heureuse qu'on puisse déployer des conseils de parents dans les crèches du 6e. Nous avions déposé un vœu dans ce sens au début de la mandature, si je me souviens bien, qui avait été déjà refusé à l'époque. Mais effectivement, on était dans la période Covid. Mais je prends note de votre engagement, ma chère collègue, pour peut-être les déployer dans un second temps, effectivement, une fois que la charge de travail des professionnels sera peut-être amoindrie, mais en tout cas, ça porte ses fruits dans les autres arrondissements quand c'est bien mis en place. Et il y a un autre élément important dans cette délibération qu'on n'a pas évoqué, c'est la modification des règlements intérieurs. C'est peut-être un peu technique, mais il y a un élément très concret, par exemple, qui peut vous intéresser, c'est que donc maintenant les crèches municipales vont ouvrir désormais à 8h et non à 7h30, pour aussi justement concentrer le personnel dans les horaires où on a le plus besoin d'accueillir les enfants. Donc voilà, c'est une modification pratique. Chaque arrondissement pourra aussi apporter des amendements à ce nouveau règlement intérieur de fonctionnement. On met en place aussi de nouveaux forfaits pour les parents, pour le temps, pour avoir une facturation qui soit vraiment conforme au temps de présence réelle des enfants dans la crèche. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse sur des précisions, je me tiens à disposition. Je veux juste rajouter, c'est que c'est bien pour les professionnels de commencer à 8h, mais ça arrange pas beaucoup les parents qui, quand ils ont des enfants en maternelle et d'autres en crèche, et il faut conduire les deux enfants en même temps, et c'est vrai que ça pose problème. Tout à fait. Alors sachez qu'il y a eu quand même beaucoup d'études à l'échelle de la ville de Paris pour savoir justement combien de familles étaient concernées, évidemment. On pense aux enseignants, aux parents enseignants aussi qui commencent très tôt les cours. Donc évidemment, on voulait pas pénaliser ces familles-là. En l'occurrence, il y a extrêmement peu de demandes avant 8h. Vraiment, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est autour de 2-3% des familles sur tout Paris. Donc on a considéré que par rapport à la bénéfice que c'était vis-à-vis des professionnels, on a tranché en lien avec les organisations syndicales aussi, bien sûr, sur cette question. Si mes chers collègues, si je peux me permettre un commentaire de parents d'élèves, je pense que les parents qui sont concernés votent avec leurs pieds et quittent la ville. Donc le jour où nous aurons des crèches qui ouvriront à 8h mais qui n'auront plus d'élèves, on n'aura plus qu'à regretter ce départ malheureusement qui est très silencieux mais qui est réel des parents qui travaillent. Il n'y a pas que les professeurs qui ont des horaires, mais aussi les artisans, les commerçants qui doivent être très tôt dans leur activité et qui malheureusement regrettent que la ville de Paris soit la seule à ne pas proposer des accueils périscolaires très tôt le matin, ce qui est fait un peu partout en France en fait. Bien, donc il y a encore matière à discuter, à réfléchir et à améliorer. Il faut toujours effectivement chercher à améliorer les choses. Après, on peut pas tout faire dans le Conseil du 6e arrondissement, mais en tout cas, on se sera exprimé. Donc je vous propose, mes chers collègues, que nous votions. Alors, là encore, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Flaubert. Qui vote pour? Madame Hervieux, Madame Kiss et Monsieur Comet. Et la délibération est adoptée. Nous poursuivons nos travaux et nous allons passer à l'OMS. Madame Bocan.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, il s'agit ici d'autoriser, comme tous les ans, le versement d'une subvention pour un montant total de 113 000 € pour les OMS de Paris, afin d'aider les initiatives de développement à la pratique de l'éducation physique et des sports. Pour l'OMS 6e, la subvention est de 3 000 €, la même que l'année précédente et celle d'avant, etc. Pour information, les OMS regroupent donc des associations sportives affiliées, organisent des manifestations et aident les associations dans leur fonctionnement. Au moment des fêtes, les associations peuvent demander effectivement des aides. Comme les années précédentes, 2 domaines ont été rajoutés à la convention pluriannuelle d'objectifs signée entre la ville et les OMS. Alors, d'une part, des actions à mener en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et deuxièmement, des actions en faveur du développement durable, avec la suppression de l'usage du plastique à usage unique. Je vous demande d'approuver les rajouts à la convention et le versement de ces 3 000 €. Oui, mais je l'ai dit. Ah ouais, je l'ai dit, voilà. J'ai dit la même chose que l'année d'avant, etc. L'année dernière, voilà. Voilà. Donc, je vous propose de voter ces 3 000 € si vous en êtes d'accord, mes chers collègues. Donc, adopté à l'unanimité. Abstention pour monsieur Passelec. Ouais. Pour une abstention et le reste en pour. Nous continuons et je vais donner la parole rapidement à madame Florence Devara pour la DPE 42 des associations œuvrant pour la réduction des déchets. Merci, monsieur le maire. Donc, chers collègues, nous sommes effectivement sollicités pour le vote de subventions et de conventions pour 5 associations œuvrant de différentes manières pour la réduction des déchets et la valorisation de ceux qui n'ont pu être évités. Alors, il s'agit des Amis du Troisième Café, d'Epinoia, de Tendance 19, d'Emmaüs Défi et de Groupe SOS Solidarité, situés toutes dans différents arrondissements. Le respect de l'environnement est un enjeu commun à toutes ces structures à travers différentes actions. Alors, il y a par exemple des démarches de réduction et de valorisation des déchets de cuisine de restaurants, la production de vidéos en lien avec les déchets, le réemploi de textiles et d'objets, ainsi que l'aide à la rémunération de jeunes en grande précarité. Enfin bref, afin de soutenir les actions de ces associations, je vous propose donc de bien vouloir autoriser la signature des conventions avec ces associations, ainsi que les subventions de soutien pour un montant total pour toutes les associations de 24 700 €, afin de leur permettre de développer leur activité. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons passer à une délibération très importante sur laquelle va intervenir Madame Iris Berthomier. Merci, monsieur le maire. Alors, je vous présente une subvention d'investissement au bénéfice de l'association ASEI. L'association ASEI, c'est Agir, Soigner, Éduquer, Insérer. Et ça concerne l'EME Luxembourg qui est situé. Merci. Donc, je vous disais, une subvention d'investissement de 150 000 € au bénéfice de l'association ASEI située 20 rue Madame, juste derrière la mairie. Et il s'agit de faire des travaux de rénovation dans cet immeuble qui est assez dégradé, et notamment de changer le revêtement du sol, les dalles du faux plafond, une mise aux normes de la cuisine, une mise en conformité électrique, une mise en place d'interphone sur la porte de secours, puisqu'il y a un risque de fugue actuellement des jeunes, et la création d'un espace accueil. L'association ASEI avait sollicité un financement de 278 290 €, et donc le montant qui est proposé en dépenses d'investissement est la somme de 150 000 €.
Je vous propose de voter, si vous en êtes d'accord, pour cette. Ça permettra à cette association tout à fait importante qui s'occupe des enfants qui ont un certain nombre de handicaps de travailler dans un cadre modernisé, puisque cet immeuble qui date des années 70 avait un peu vieilli. Oui. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté. Je donne la parole maintenant à Monsieur Flaubert qui va rapporter respectivement sur les deux délibérations DVD. La première, soutien aux associations vélo. Merci Monsieur le maire. Bonsoir mes chers collègues. Donc tout d'abord, le point DVD 57, des subventions pour 25 associations avec un montant total de 470 000 € pour tout Paris. L'association concernée pour le 6e, c'est l'association Mieux se déplacer à bicyclette. Pas d'observation particulière pour cette subvention qui est tout à fait importante, près de 500 000 € tout de même. Donc on peut que donner un avis favorable à ces subventions, dont cette subvention MDB, qui travaille et qui notamment aide la bourse au vélo, dont Ariel s'occupe, et Florence également, enfin Florence et Ariel s'occupent, tout le monde s'occupe bien évidemment. Donc je vous propose de voter favorablement pour cette subvention, et notamment pour cette subvention qui concerne la bourse au vélo. Merci. Merci. Oui, le MDB, depuis plusieurs années, effectivement, est le maître d'œuvre avec la mairie du 6e, co-organisateur de la bourse au vélo, qu'on refera d'ailleurs sans doute le printemps prochain. Donc je vous propose de voter sur l'excellent rapport de Charles Flaubert, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté à l'unanimité, et je lui redonne la parole pour l'exposé rapide du très complexe, la très complexe délibération sur le parc de stationnement Saint-Germain-des-Prés. Et surtout, j'espère que vous n'avez pas pu imprimer les annexes du rapport, parce qu'à mon avis, cette délibération, ça va coûter un arbre à la ville de Paris. Merci, Monsieur le maire. Donc, mes chers collègues, donc cette délibération porte sur le parking Saint-Germain. Donc, le parking Saint-Germain, qui situe boulevard Saint-Germain entre la rue des Saints-Pères et la rue de Rennes, pour la partie garage, donc la partie en fait souterraine, enfin en profondeur si je puis dire, qui concerne surtout les abonnés. Donc cette délibération, alors c'est vrai que je vais finir par être un peu spécialiste des parkings pour rapporter un certain nombre de délibérations qui ont trait au parking. Donc tout d'abord, le premier point, c'est un point positif, ce sont des investissements qui vont être effectués dans ce parking, notamment des investissements de peinture et des investissements d'installation de bornes de recharge électrique. Ce en quoi on est tout à fait favorable, bien évidemment, des investissements qui sont liés également aux récupération d'eau et autres, donc c'est positif. Sur le principe, nous sommes tout à fait favorables. Je note tout de même, c'est un espèce de fil d'Ariane, de filigrane que nous avons, c'est que les tarifs augmentent. Et en réalité, pour des particuliers qui habitent le 6e ou qui travaillent dans le 6e, les tarifs deviennent extrêmement élevés, puisque pour ordre, l'abonnement mensuel aujourd'hui proposé par la ville de Paris est de 381 € pour une voiture. Et un abonnement annuel de 4 123 € pour les non-résidents, donc pour des gens qui travaillent dans l'arrondissement. Pour des gens qui habitent dans l'arrondissement, l'abonnement mensuel est de 230 € et l'abonnement annuel est de 2 415 €. Alors, évidemment, on pourra toujours dire on peut ne pas avoir de voiture, on veut essayer de changer les Parisiens et de leur interdire, ou en tous les cas de leur rendre impossible le fait d'avoir des voitures, mais moi je pense quand même aux artisans, aux gens qui travaillent, aux médecins, aux kinés, aux infirmières qui peuvent avoir des activités dans le 6e sans forcément y habiter, qui ont besoin de leur voiture pour aller rendre visite à des personnes handicapées, pour aller rendre visite à des malades, tout simplement. On a des exonérations, des baisses, mais tout de même
381 € par mois. Moi, je trouve ça absolument exorbitant et on ne pourra pas continuer comme ça dans ces hausses de tarifs. Donc, je vous propose de voter favorablement à ce nouveau contrat et à cette mise à disposition du parking qui va permettre des travaux, l'installation de prises électriques. Donc nous y sommes favorables. Personnellement, je voterai favorablement, mais tout de même, essayons de limiter les hausses et de permettre tout de même à des gens, notamment extérieurs à l'arrondissement, d'avoir des voitures et les utiliser. C'est pas forcément des gens qui utilisent des voitures pour le loisir. Ça peut être des gens qui en ont tout simplement besoin pour travailler. Nous avons besoin de gens qui travaillent dans le 6e. Voilà. Merci. Mon cher collègue, donc s'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de voter favorablement ou vous abstenir, on peut prendre part au vote. Donc sinon, alors attendez, sur une délibération qui est assez technique et sur lequel s'est longuement exprimé Charles Flaubert, donc qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Donc, je vous remercie. Mes chers collègues, y a-t-il des affaires diverses que vous vouliez aborder? Monsieur Comet. Ah oui, alors il y a un vote global, attendez. Avant que vous preniez la parole, un vote global, hein, donc vote global sur les deux délibérations. On est d'accord, vote global. Et je voulais vous dire que le prochain conseil d'arrondissement aurait lieu le mardi 31 octobre à 18h30. Je vous donne la parole, monsieur Comet. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais savoir où est-ce qu'on en était du feuilleton à rebondissement de la Grande Chaumière. Et puisque j'avais vu sur le site de la mairie de Paris qu'il y avait une demande de permis de construire, cette demande a disparu. Donc voilà, et la rentrée a l'air de se faire tout à fait normalement. Oui, alors je suis très prudent sur la Grande Chaumière puisque j'avais pris et j'avais fait des écrits dans un journal du 6e arrondissement qui m'a valu 2 droits de réponse, un droit de réponse à chaque, donc je suis très prudent. Là, bon, la rentrée s'est faite, je crois, dans le cadre actuel, c'est pas plus mal, rien n'est pire qu'un immeuble vide. Nous aurons l'occasion bientôt de reparler du musée Hébert. Mais si vous voulez, le permis, il y a bien un permis de déposer. Moi, j'ai rencontré les opérateurs. Simplement, il y a un conflit entre les occupants actuels et le propriétaire des lieux. Et ce conflit, normalement, doit se traduire par une audience prochaine qui déterminera sans doute, je dirais, l'évolution des choses et également le permis de construire. J'ai eu l'occasion d'ailleurs en quelque sorte de rassurer la ville, car comme la ville aussi avait vu des articles ou des déclarations diverses et variées, était pas sûr vraiment je dirais, d'un certain nombre de choses. Je les ai rassurés sur le volet culturel et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un site qui a un besoin urgent de travaux. Hein, c'est pas Notre-Dame, heureusement, mais c'est quand même on est dans un endroit où les règles élémentaires de sécurité ne sont plus respectées. D'ailleurs, je pense qu'il y a des risques qui sont pris actuellement. Mais ça, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Mais c'est un endroit qui reste très fragile, mais auquel nous sommes très attachés. Et moi, j'espère, comme vous dites, que ce feuilleton, cette série, va trouver bientôt, pas son épilogue, mais en tout cas qu'on va déboucher sur des travaux qui sont totalement indispensables au maintien d'une activité artistique et culturelle sur ce site auquel nous sommes tous attachés, car c'est sans doute un dernier vestige du Montparnasse d'après-guerre de 14, d'avant et d'après-guerre de 14, d'entre-deux-guerres, absolument. Voilà, mes chers collègues. Mais ça, effectivement, il faut absolument qu'on débouche. Il faut espérer que ce conflit, on sait que quelquefois la justice peut être lente, qu'on arrive à une situation, à déboucler cette situation un peu complexe. Mais dès qu'on aura des informations, mais je vous dis, je suis d'une très très grande prudence actuellement. Je ne veux rien écrire, car sinon on risque immédiatement d'être démenti ou mis en cause, etc. Voilà. Donc, Madame Hervieux, un petit point.
Oui, alors, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière dans nos débats, mais si vous me permettez, je voudrais simplement répondre à ce que disait Monsieur Maria lors de l'échange sur la DFPE 160, parce que c'est factuellement faux. En fait, il y a plein de raisons et de facteurs qui justifient que les familles quittent Paris ou que la démographie diminue à Paris. L'accueil du jeune enfant n'en fait pas partie. Parce que tout simplement, en fait, quand la droite est au pouvoir à Paris jusqu'en 2001, Paris est le dernier département en matière d'accueil du jeune enfant. Et grâce à une volonté politique depuis Delanoë et avec Anne Hidalgo, aujourd'hui, en 2023, nous sommes le premier département d'accueil en matière de la petite enfance. C'est-à-dire que vous avez plus de 8 jeunes Parisiens, des enfants de moins de 3 ans sur 10, qui ont un mode d'accueil, collectif ou individuel. Et ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une volonté politique qui est portée par la maire de Paris. Donc dire que les services publics liés à la petite enfance est en train de se réduire et que c'est pour ça que les familles quittent Paris, je veux dire, c'est factuellement faux. Donc vous pouvez, Monsieur Maria, conseiller aux jeunes parents d'aller s'installer en Dordogne, mais là, le fait est que ce sera pas la crèche va ouvrir à 9h ou à 8h ou à 10h, c'est juste qu'il y aura pas de crèche. Donc à Paris, on a la chance déjà d'avoir ces établissements, je pense qu'il faut savoir le reconnaître. Je vous remercie et vous avez la possibilité de poursuivre cet échange dans les prochaines minutes à l'extérieur du Conseil. Je vous souhaite à tous et à toutes la meilleure soirée possible.